Donc bonsoir Luc, c'est un honneur de t'interviewer pour la chaîne Être Soi. En tout cas, merci beaucoup. Pour celles et ceux qui te connaissent pas, tu es médecin et tu t'es formé à de nombreux outils tels que l'acupuncture, l'homéopathie, la sophrologie, la phytothérapie, la PNL, la diététique, la micronutrition et j'en passe parce que tu t'es formé à beaucoup d'approches. Et pour compléter le tout, donc tu as obtenu un diplôme universitaire en cancérologie. Donc j'ai envie de dire quel parcours. Je trouve que c'est pour un médecin, c'est un parcours qui est plutôt atypique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment tu es passé de la médecine conventionnelle à la médecine naturelle, ayant exercé pendant plus de 20 ans là-dedans. Est-ce que tu as expérimenté à un moment donné les limites de la médecine classique? Voilà, quelle a été en fait ta prise de conscience qui t'a amené à t'ouvrir à cette médecine naturelle et à te former à autant d'approches? Écoute, merci Corinne. Que de questions dès le départ, mais je vais tâcher de répondre à toutes. Et d'abord, bonjour à tous et à toutes, et heureux d'être là parmi vous. Dans cette présentation, je vais faire simplement deux petites retouches. La première retouche, c'est que j'étais médecin, maintenant je n'exerce plus, donc je suis toujours diplômé en médecine, docteur en médecine, ça c'est clair, mais je n'exerce plus. Donc on n'utilise plus beaucoup ce terme de médecin dans ces cas-là. Et l'autre chose, c'est que j'ai un diplôme en cancérologie, oui, mais en cancérologie clinique, c'est-à-dire que je ne suis pas cancérologue, c'est que j'ai une compétence en cancérologie, c'est un diplôme universitaire que j'ai passé dans à l'hôpital Villejuif en France, mais c'est pas la spécialité cancérologue. Alors, pour répondre à ta question brièvement, bah tu sais, souvent quand on est jeune, quand on fait ses études, bah, on est toujours imprégné par ce ce que sont nos parents. Et je dirais que je pense que si j'en suis là, c'est parce que mon père comme ma mère ont chacun donné leur élan. Le premier était mon père, qui était médecin et qui était parmi les premiers acupuncteurs en France. Parce que pour remonter carrément dans les années 60, il n'y avait pas grand acupuncteur et c'était parmi les premiers. Et c'est lui qui m'a ouvert vraiment les yeux sur tout ce qui était terrain, médecine prise du patient dans sa globalité, tout en me disant toujours, surtout, Luc, tu fais pas médecine. Mais vous savez, vous connaissez les ados, il suffit qu'on leur dise ne fais pas ça pour que. Voilà. Et puis d'un autre côté, ma mère, elle m'a montré beaucoup de côté altruiste, beaucoup de côté de la compassion, et puis en plus, elle a été touchée par un grave cancer, une grave récidive de son cancer du sein, je dirais, à la fin de mes études de médecine. Et donc là, bah, comme j'étais dans les hôpitaux à ce moment-là, donc j'ai pu la diriger à droite à gauche sans problème, et j'ai vu toute la compétence de tous les services qui pouvaient, de tous les personnels hospitaliers, mais j'ai vu aussi les limites. Et donc, bah, je me suis dit, il faut absolument trouver d'autres choses qui vont compléter, qui vont apporter ce que la médecine n'a pas. Elle est toujours incontournable, la médecine conventionnelle, surtout dans les maladies graves comme le cancer, parce que c'est la seule qui est démontré son efficacité, mais seulement les autres médecines ont aussi un élément extrêmement important et non pas des petits strapontins, je dirais, ils ont une place importante. Le seul problème, c'est comment le. Alors c'est vrai, j'ai commencé en même temps que je finissais mon internat et j'ai commencé à passer mon diplôme d'acupuncture et je suivais aussi mes formations en homéopathie, en sophrologie, etc. Et ce qui est amusant, en fait, c'est que ça a été aussi un autre déclic que j'ai compris bien plus tard. C'est qu'en fin de compte, quand on regarde bien, l'acupuncture, eh bien, l'acupuncture, j'étais déjà dans l'énergie. On m'apprenait comment circule le chi, etc., dans les méridiens. J'étais déjà dans l'énergie. L'homéopathie, on me montrait l'importance de l'information. L'information, donc j'étais vraiment dans la médecine informationnelle et qui est l'essentiel au niveau des traitements. Et tant qu'à la sophrologie, ben, qu'est-ce que c'était? C'est qu'on me montrait la force, la puissance de la pensée, parce qu'en fin de compte, le sophrologue, lui, ne fait qu'accompagner son patient, le diriger éventuellement, mais lui ne fait rien d'autre que ça. Et ce qui est déjà très bien, mais c'est pas lui qui va faire les actions sur le corps, c'est l'esprit du patient. Et donc ça, c'était aussi un deuxième prise de conscience. Voilà.
Alors, un troisième niveau aussi, c'est que j'ai toujours été très admiratif quand j'étais gamin pour toutes ces personnes, ces magnétiseurs, ces rebouteux que je voyais à droite, à gauche et qui avaient pignon sur rue et qui avaient plein de gens qui venaient les voir et qui ne soignaient qu'avec les mains. Wow, mais c'est génial ça quand même. Et donc, je me rappelle quand j'étais tout bib, j'avais beaucoup de thérapeutes, enfin pas de thérapeutes aussi, mais de guérisseurs, de magnétiseurs, de rebouteux, de voyants, etc. Parce que tout simplement, ils savaient que j'étais un des rares médecins à ne pas les mettre à la porte, en connaissant leur travail. Donc, avec les années, c'est l'avantage des années. J'ai exercé pendant 25 ans et donc, ça m'a laissé le temps de discuter avec eux, d'avoir la confiance, de faire ça. C'est pendant toutes ces 25 années, je me suis formé à plein de choses au niveau aussi bien des médecines naturelles que des médecines de la pensée, que des médecines énergétiques, voire même du côté de la spiritualité, avec les groupes de prière, avec ce qu'on appelait à l'époque les Near Death Experience, les états de mort imminente. Voilà. Voilà, grosso modo, un petit peu les différents. Oui. Je ne sais pas si ça répond à toute ta question. Oui, très bien. Mais du coup, quand tu t'es formé à ces premières approches, tu les avais utilisées, tu les avais déjà mises en pratique, ou tu as attendu vraiment 20 ans avant de les utiliser? Les pratiques de quoi, tu veux dire? De médecine naturelle, acupuncture et tout ça? Oui, médecine naturelle. Médecine naturelle, j'ai commencé d'emblée avec les médecines naturelles. Je me suis inscrit comme médecin généraliste. Donc, j'ai toujours fait mes gardes de semaines, de week-ends, etc., qui étaient toujours quelque chose. Mais toujours en plus de cette pratique de médecine conventionnelle, je faisais de la médecine naturelle, ces trois médecines naturelles. Si bien que mes patients, quand ils venaient me voir, il y en avait qui venaient pour l'acupuncture, pour l'homéo, etc. Mais il y en avait beaucoup qui venaient me voir en me disant, voilà, j'ai tel problème, donnez-moi le traitement. Mais ils savaient très bien que ce que j'allais leur proposer comme traitement, c'était le traitement le plus efficace, mais aussi le plus naturel possible. Mais de temps en temps, j'avais besoin d'un traitement conventionnel, je prenais le traitement conventionnel et ils savaient que si je leur donnais, c'est parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, par contre, quand je pouvais faire de l'acupuncture ou de l'homéo, etc., donc ça me permettait d'avoir un panel d'outils. Et en fait, je me suis aperçu avec le temps que ces outils ne s'opposaient pas, au contraire, ils se complétaient. Et ça m'énerve toujours quand je vois un peu quand on oppose acupuncture, homéopathie et allopathie. Je veux dire que on travaille pas sur les mêmes choses, on parle pas de la même chose. Ce sont des comparaisons, bien sûr, on soigne tous, mais c'est pas du tout les mêmes voies. Et donc, ça m'a toujours passionné. Et donc, j'ai travaillé beaucoup dans la PNL, la sophrologie. J'ai travaillé aussi sur ce qu'on appelle aujourd'hui le décodage, mais j'aime pas trop. Moi, j'appelle plutôt ça la symbolique des maladies. Donc, j'appelle ça les notions sur la prière, la pensée positive. Voilà, donc ouvrir au plus. D'ailleurs, là, en ce moment, je vais sortir mon prochain bouquin qui s'appelle La médecine spirituelle. C'est pour vous dire le chemin parcouru. Et là encore, ça explique l'origine de la maladie, la véritable origine de la maladie, et aussi ça explique que le traitement doit prendre en compte l'ensemble de l'individu, mais pas uniquement physique, mais aussi psychologique, énergétique, émotionnel et spirituel, et que le primum movens, le facteur déclenchant, est généralement un problème plus d'ordre spirituel qu'un problème d'ordre physique. Voilà. C'est ce que j'explique dans ce prochain livre. Qui à peu près en même temps que je vais arriver à la réunion d'ailleurs. Ok, mais j'allais vraiment revenir justement à ça. Donc tu prends la personne depuis le départ dans sa globalité et tu as toujours été conscient qu'on était vraiment composé de tous ces corps-là. Non, non, j'ai pas eu conscience. Au départ, j'avais pas conscience. Je connaissais, mais j'avais pas conscience. Pas la preuve, parce que c'était un petit peu pour tous ces ce qui était énergétique. J'avais fait plein de formations avec des guérisseurs. Enfin, pas des formations. J'ai rencontré des guérisseurs philippins, j'ai rencontré des guérisseurs brésiliens, des amchis au Tibet, des maîtres de Qigong en Chine, etc. Donc, puis bien sûr, nos guérisseurs, nos rebouteux, nos magnétiseurs par rapport chez nous, nos barreurs de feu. Et donc, je connaissais les techniques, mais je ne me suis pas autorisé à les pratiquer parce que, tout simplement, je ne savais pas ce que je faisais exactement.
Et donc, et là, c'est quand j'ai commencé à découvrir les traités de physique quantique, j'ai commencé à comprendre avec les traités de physique quantique, le système de l'Ayurveda, ça, j'ai commencé à comprendre comment fonctionner au niveau de l'être humain. Mais ça ne me suffisait pas encore. Il a fallu que je ressente les corps avec mes mains, avec mon être, pour commencer à considérer qu'ils existaient, etc. Et puis après, de fil en aiguille, bah, c'est tout ce qui change, qui bouge, et c'est pour ça que tout bouge et tout change aujourd'hui, et c'est ça qui est génial, ça change avec une vitesse extraordinaire, et c'est pour ça que d'ailleurs, en 2018, je fais des nouveaux stages. Je garde toujours la même ossature que mes stages précédents, c'est clair, mais avec des nouvelles techniques qui vont être ajoutées et des nouveaux outils, parce que je ne pouvais pas rester avec les anciens. Maintenant qu'il y a des outils qui sont encore plus rapides, plus efficaces, plus performants. C'est quelque chose, on vit une époque extraordinaire, parce que même sur le soin énergétique, ça bouge comme c'est pas possible. Alors du coup, bah, vu que tu parles des nouveautés de ces stages de 2018, est-ce que tu peux un peu en parler, hein, dire ce que vous allez faire, ce que vous allez aborder? Moi, j'ai vu un peu le programme qui est dense et qui a l'air vraiment génial sur l'harmonisation des chakras, nettoyage énergétique, la respiration, méditation. Là, je vous dirais, si vous voulez pas être si vous ne voulez pas changer, ne venez pas au stage. Donc, par contre, le stage nous oblige à bouger, nous oblige déjà, ça change. Il y a beaucoup de gens qui me disent, il y a un avant le stage et un après le stage, parce que d'un seul coup, on va prendre conscience d'une autre réalité, et peut-être entre guillemets, pour moi, de la réalité, avec la réalité sur le plan énergétique, etc. Le but est que ça s'adresse à tous. Il n'y a pas de prérequis. On peut être thérapeute, médecin, on peut être rien du tout. Je veux dire père, grand-mère, mère, etc. Il n'y a aucun prérequis à avoir pour venir à ce stage. Le but est par contre de vous faire ressentir l'énergie pour commencer, mais ça va très très vite. Mais c'est surtout de vous apprendre à faire des soins énergétiques. Et je dirais que le but est déjà, au cours du stage, que même déjà dans les 2-3 premiers jours, que vous soyez capable de faire une consultation qui va consister à lever les blocages, vider les énergies usagées, équilibrer les chakras, relancer la circulation, couper les liens énergétiques, etc., travailler sur les entités, etc. Donc tout ça, c'est la première partie. La deuxième partie, alors là, vous allez avoir une foultitude d'outils qui sont un peu le fruit justement de mes expériences et de mes formations passées avec le magnétisme crânien où on travaille sur le MRT, on va travailler sur les techniques de la doigt de glu, la grande reconnexion, le mouvement primordial qui est absolument extraordinaire parce que rien qu'avec ce mouvement, on est capable de replacer des vertèbres, des os et des articulations. On va travailler sur l'enfant intérieur. Et donc, si vous voulez, c'est que et plein d'autres outils avec la repolarisation du corps, on va travailler sur les codes, on va travailler sur le ressenti. Donc, il y a plein d'outils qui vont être là pendant cette deuxième partie. Et après ça, chacun prend ce qu'il veut. Si vous prenez tout, c'est bien. Si vous prenez pas tout, c'est bien. Chacun fera comme il veut. C'est plus qu'une découverte. C'est apprendre à le faire. C'est pas une découverte d'eux, c'est pas à la découverte d'eux, c'est vraiment, par exemple, le magnétisme, vous savez tout à fait pour pratiquer une séance de magnétisme crânien à la fin de ça. Donc le truc, c'est que ce soit pratique. Et puis, comme on travaille toujours, on est toujours travaillant les uns sur les autres, eh bien évidemment, lever les blocages, travailler sur nos chakras, travailler sur notre enfant intérieur, etc. Tout ça, ça nous oblige, ça nous fait changer. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait le même à le début du stage qu'à la fin. Et je dis bien on, parce que ce qui se passe dans la salle, c'est moi, parce que je fais partie de la salle. Oui. Voilà, donc c'est un petit peu tout le. Et là, comme il y a des nouveaux outils, comme les sont de plus en plus rapides, ils sont de plus en plus rapides. Et là, je me suis dit, je vais arrêter, parce que l'année dernière, je faisais encore le stage de 5 jours, plus un stage de perfectionnement. Là, j'ai noué un petit peu, lié un petit peu ces deux stages pour donner des outils à chacun qui sera encore plus rapide et ça donne des consultations qui vont se faire. Et on voit les résultats. Et c'est ce qui est génial, c'est qu'il faut pratiquer. Et souvent, c'est les patients qui nous redonnent après ça notre confiance en nous donnant les informations. Oh, ça m'a fait du bien, je me suis senti bien, j'ai senti
douleur, etc. Et donc là, ça nous conforte et ça nous aide à aller toujours plus loin, en fait. Oui. Et du coup, pour terminer, est-ce que vous diriez que la maladie est liée à un désordre énergétique? La maladie est liée, il y a toujours un désordre énergétique au départ de la maladie. Donc, il y a toujours. Après, je dirais, non, je vais moduler quand même une toute petite chose. C'est que là, dans l'énorme majorité du temps, il y a un blocage énergétique au départ. Parce qu'après ça, il peut y avoir aussi des maladies qui soient plus des maladies séquelaires, des maladies comme après une hépatite virale, comme après un accident, un traumatisme, enfin, des polyfractures, etc. Mais de toute façon, que ce soit la cause ou la conséquence, de toute façon, il y a toujours un blocage énergétique. Et en levant le blocage énergétique, libérer l'organe. Et donc, si on remonte les énergies, si on vide les énergies usagées, si on ouvre les chakras, etc. Donc ça, c'est vraiment un élément qui pour moi est essentiel. Et ça, je rejoins là-dessus d'ailleurs les médecins chinois, parce que c'est vrai que le blocage énergétique arrive, à mon idée, c'est mon opinion, j'en cache que rien, mais je pense que le blocage énergétique est antérieur à la maladie dans 95 à 98% des cas. Les maladies séquelaires, c'est quand même plus limité, je dirais, heureusement. Et je rejoins moi qui disait que qu'il faut toujours voir la personne quand elle est bien portante pour regarder si elle n'a pas, parce que et lui enlever le blocage, parce qu'on sait que si elle garde ce blocage énergétique, tôt ou tard, elle va déclencher une maladie. C'est pour ça moi, je vois 4 grandes sortes de patients consultés. Il y avait les patients pour les problèmes physiques, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au foie, etc. Et puis, il y a les patients pour l'ordre psychologique, anxiété, déprime, etc. Après ça, il y a les personnes qui venaient pour la prévention des maladies, un petit peu comme ce que je viens de dire. Et puis, il y en avait les autres qui s'apercevaient, et c'est mes patients qui me l'ont signalé, ça, je n'avais pas pigé ça au départ, et qui venaient pour une évolution personnelle. Parce qu'ils s'apercevaient que quand on levait un blocage, on levait un choc émotionnel, et ça libérait en même temps, les libérait sur leur chemin de vie. Alors, si on interroge en plus l'enfant intérieur et tout ça, eh bien, ça leur donnait des informations pour poursuivre leur route. Et là, ils sentaient très bien que la levée des blocages énergétiques les levait sur le plan psychologique, et ça leur permettait d'évoluer d'une manière extraordinaire. Ouais. Mais c'est un message qui est quand même important et qui est différent de ce qu'on peut voir ou entendre des médecins qui font que de la médecine classique. C'est que là, il y a une cause derrière la maladie. Et on est responsable aussi de ça. Donc, c'est à nous, si on s'est créé notre maladie, on peut aussi se la décréer. Oui, exactement. On peut guérir toutes nos maladies. C'est même pas se la créer. Pour moi, au départ, et cette souffrance de l'être, ça va se traduire aussi par les conduites un petit peu sur l'alcool, sur le tabac, sur la mauvaise alimentation, sur la sédentarité. Tout ça, c'est ça, souffrance de l'être. Donc, même l'alimentation, le tabac, tout ça, ce ne sont que des outils, ce ne sont pas des causes. Et donc, il faut toujours remonter beaucoup plus loin parce que c'est justement là ce que j'ai fait avec la médecine spirituelle pour remonter à l'origine première. Parce que tant qu'on reste uniquement sur le plan physique, ils ont raison. L'alimentation, etc., le tabac va déclencher des cochonneries au niveau de la santé. On est d'accord. Mais seulement pourquoi on a cette mauvaise alimentation, etc. Pourquoi on a ce tabac? Et donc, il y a des déséquilibres énergétiques. D'où vient cette énergie? Il y a un mal de vivre, il y a un défaut d'aspiration. On n'écoute pas ses aspirations. Oui, d'accord. Et donc là, il faut toujours remonter plus loin. Et je pense que, et ça, je n'engage toujours que moi, c'est que on explique très bien les maladies sur le plan physique, mais tant qu'on n'aura pas compris la maladie sur le plan symbolique, mais c'est pas uniquement comprendre, c'est que là, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que la compréhension est une chose, mais c'est que ce qui est important, c'est de comprendre et être prêt à changer en fonction de cette compréhension. C'est le changement que nous impose la maladie. Et c'est pour ça que la maladie, quelque part, elle est là pour nous remettre sur la route qu'on n'a pas voulu entendre. Et on a eu plein d'autres appels auparavant, avec des choses qui étaient plus mignonnes, moins dures, avec des situations peut-être conflictuelles, mais rien, beaucoup moins grave que peut être une maladie. Et pour que ça passe au stade, il y en a un qui disait un jour, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Mais
qui ne sait pas qui c'est, je suis désolé de ne pas connaître son nom, mais il avait raison, parce que ce qu'on ne solutionne pas psychologiquement va finir par s'imprimer dans le corps. Donc c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Corinne, c'est que si on arrive à solutionner, si on sait si quelque part la souffrance de l'être a créé cette maladie, c'est pour un rappel à l'ordre, mais c'est pas pour un rappel à l'ordre, c'est pas une punition, c'est pas une culpabilité, c'est rien de tout ça. C'est au contraire pour dire à la personne, attention, t'es pas sur ta route, il faut reprendre ton chemin de vie. Et alors, si on reprend son chemin de vie, quelque chose de très agréable nous arrive, c'est que si on prend notre chemin de vie, c'est qu'on est de nouveau dans le bonheur. C'est pas mal comme programme. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas. Merci Corinne, et puis je suis désolé, je suis toujours un grand bavard. Non, c'est passionnant. Donc, je suis ravie de cet échange. Merci beaucoup. Merci Corinne, merci à tous. Et comme on dit en Polynésie, nana, ça veut dire au revoir. Nana, à bientôt. Nana. À très vite. À la Réunion.